bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir, et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Je pense que c'est top, les piles elles sont là, ça marche bien, on est dans un bel endroit. On est où ici ? On est à la Tiny du Grand Bois. La Tiny du Grand Bois. Ouais. À Lubersac. C'est un très bel endroit en tout cas. La première fois que j'ai rencontré Cyrielle, je crois que c'était à peu près il y a 1 an, c'est ça C'est ça, tout à fait. C'est à peu près ça, je me suis dit, tiens, c'est cool, date anniversaire. Peut-être un peu plus, mais je pense que c'était il y a 1 an. Elle est douce, elle est discrète, elle est presque timide. Elle faisait des choses magnifiques, elle fait toujours des choses magnifiques avec ses mains. Elle se lançait doucement dans la création de bijoux, mais comme beaucoup de femmes, elle doutait de sa légitimité, de sa place, de sa valeur. Au fil des mois, je l'ai vue évoluer, entre autres sur les réseaux sociaux ou par des petits messages WhatsApp. Prendre confiance, prendre sa place, oser, créer, s'affirmer, se montrer et réussir. Alors aujourd'hui, j'avais envie de lui tendre le micro. Bienvenue Cyrielle. Merci Sandrine, c'est vraiment très joliment dit. Est-ce que ça te convient ? Oui, je pense que on ne s'est pas vu beaucoup, mais finalement, t'as percé un peu le personnage. J'ai percé le mystère. Voilà. Je suis heureuse de t'avoir au micro. Bienvenue chez Les Nouvelles Filles de la Campagne. Merci. Est-ce que tu as envie de... Non, mais t'as pas envie, tu vas le faire d'ailleurs, pour nous. Te présenter. Qui es-tu, Cyrielle ? Alors, je suis une ancienne professeure de physique-chimie. C'était un métier que j'aimais faire vraiment, j'aimais beaucoup le contact avec mes élèves. C'était un métier très humain. Et puis, une chose n'est pas commune, on a bouleversé toute notre vie avec mon mari et ma petite fille. On a déménagé et au lieu de partir au bout de la rue, on a changé de département, on est arrivé en Corrèze. On a acheté un bout de ferme. Alors là, attends, t'es déjà dans ton histoire. Moi, je veux juste savoir, Cyrielle, quel âge, quel groupe sanguin. Non, je plaisante, mais... Cyrielle, tu t'appelles comment ? T'as quel âge ? T'as un mari ? T'as des enfants ? T'as des chiens ? T'as des chats ? Alors, donc c'est Cyrielle Pascar. Malheureusement, ça y est, j'ai atteint les 40 ans. C'était dur, mais c'est à moi que tu dis ça, alors que je viens d'avoir 51 ans. Elle se fout de moi. Oui, mais les 40 ne devaient pas être évidents non plus. Je me souviens plus. Ouais. J'ai une jolie petite fille qui fait tout notre bonheur. Et un mari qui me supporte depuis très longtemps. Donc même pas un mari, mon conjoint plutôt. On a tenté de se marier plusieurs fois, mais on a déménagé à chaque fois qu'on devait se marier. Ok. Donc voilà, on s'est connus à 19 ans, donc ça fait un petit bout de chemin ensemble et on mûrit chacun des projets tous les deux. Ensemble. Voilà, ensemble, toujours de nouvelles aventures. J'ai envie de commencer notre épisode par ton arrivée, votre arrivée en Corrèze et la vie ici. Voilà, j'ai envie de commencer par ce premier pavé. Ça te convient ? Ouais. Par contre, je veux bien que tu me refasses un petit laïus sur, vos anciennes professions. Que faisiez-vous dans votre vie d'avant et où se passait votre vie d'avant ? Alors, on habitait à Châlons en Champagne. Ouais. On a déménagé plusieurs fois, mais toujours autour de Châlons, et on était enseignants tous les deux. Donc, mon mari était maître spécialisé, professeur des écoles, et moi j'étais professeur de physique-chimie. Au collège ? Non, pas au collège. Ou quoi ? Au lycée. Au lycée. Ça change tout. J'ai surtout fait une bonne dizaine d'années remplaçante. Ah oui. Où là, c'est pas le plus beau. Et après, j'étais établie dans un lycée où je m'y plaisais vraiment avec des super collègues. D'accord.
À cette période-là, vous vivez dans quel... pour qu'on s'imagine un peu dans quel environnement ? C'est de la ville, c'est quoi ? Ça ressemble à quoi ? On était des vrais citadins, donc on avait retapé une maison en plein centre-ville. Notre quotidien, moi je partais en vélo, déposer ma fille sur le porte-bagages dans son école. Ensuite, je filais au lycée. Je revenais la chercher le midi, on rentrait à la maison. Enfin voilà, un quotidien classique de citadin et prof. Évidemment, on se barrait à chaque vacances dans un van qu'on avait retapé également. Retaper, c'est un peu un mot qui revient souvent. Hein, oui, on ne fait pas les choses simplement. C'est dans l'épisode du podcast, il y aura retaper, c'est sûr. Ok, donc comme ça, on a un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faisiez avant. Et donc, si on fait la transition avec votre arrivée en Corrèze, déjà, j'ai envie de savoir pourquoi la Corrèze ? Pourquoi ici ? Alors, ça nous a... Enfin, pour mon mari, c'était mûri depuis longtemps, le projet de partir. Moi, j'étais pas encore... j'avais pas tout à fait le chemin dans ma tête. Et pendant le confinement, on s'est dit, allez, on met la maison en vente, on s'en va. On s'est décidé ou il t'a décidé fortement ? Non, tous les projets qu'on a eus, c'était toujours vraiment de cœur chacun. Même quand on achetait des maisons, s'il y en avait un des deux qui avait un doute, on laissait tomber. Donc, d'accord. Vraiment, okay. C'est que... Après, j'ai aussi une lassitude au niveau du travail. En fait, je pensais avoir fait le tour. De ton travail, de ton mon ancien travail, travail. Voilà. Ouais. En fait, je pense qu'on a deux caractères à avoir besoin de toujours de nouveaux projets en cours. Oui, je pense. Voilà. Donc voilà, donc j'étais OK pour partir. Et en fait, on s'était fait toute une liste de critères. D'accord. Donc évidemment, on partait dans l'idée d'être autonome. Alors maintenant, on s'est bien rendu compte que c'est pas possible dans l'absolu. La full autonomie n'est pas possible. Voilà, mais en tout cas, de vivre autrement. Donc on avait fait toute une carte mentale de ce qu'on voulait, de ce qu'on voulait pas, et donc les critères en fait d'achat. Et il y avait plein de critères, sauf géographiques. Mais par rapport à tout ce qu'on recherchait, et ben finalement la Corrèze regroupait tout ce que vous aviez posé. Voilà, c'est ça. Tout ce que vous aviez écrit. C'est ça. Je me permets de te demander rapidement, tu n'es pas obligé de me raconter ça en 25 pages ou d'aller trop dans le détail de ce que tu n'as peut-être pas envie de dire, mais l'autonomie, pourquoi à un moment donné switcher ? Alors peut-être que dans votre ancienne vie, même si vous étiez en ville, vous étiez déjà sur une espèce de transition, ou c'était peut-être des sujets que vous affectionniez, mais pourquoi ? Je pense qu'on a toujours eu un côté quand même de vouloir tout faire soi-même. Par exemple, dans la cuisine, c'est moi qui faisais tous les plats. On allait au potager, chercher les légumes. Déjà quand vous étiez à Châlons ? Déjà, ouais, en ville. Et moi, ça me prenait une part vraiment très importante du temps. Ouais. Entre le temps de prof, de travail, et puis après de cuisiner. De maman. Mais c'est vrai qu'on avait envie tous les deux de faire les choses bien. Et puis avec le Covid, en fait, de se retrouver dans une maison en plein centre-ville. Alors par chance, on avait quand même un petit jardinet, mais on s'est dit, ce serait bien de pouvoir s'approvisionner soi-même. Et l'autonomie, elle se limite pas qu'à la nourriture ? Non. Non, d'un point de vue aussi technique, électricité, enfin tout ce qu'on pouvait. Et le départ, en fin de compte, c'était de faire la liste de des points techniques auxquels on tenait réellement et ceux auxquels on pouvait laisser tomber. Par exemple, la machine à laver, j'ai dit c'est mort, tu me feras pas pédaler un vélo pour faire la machine à laver. Voilà. Après le lave-vaisselle, j'ai dit non mais j'ai cru que t'allais me dire on n'a plus de machine à laver et là j'allais dire ah non mais là t'as un savon en bicarbonate et puis bon, après c'est un camping ou un van, c'est comme ça, mais oui, j'ai vraiment cru que t'allais me dire ça là. Non, mais c'est pas facile en fait de savoir les choses auxquelles tu tiens réellement et les choses auxquelles tu peux céder. Donc la machine à laver, c'est la chose à laquelle t'as pas cédé ? Non, c'est pas possible. Et est-ce qu'il y a une chose, on va un peu plus loin là tout de suite, mais c'est pas grave, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Et alors, est-ce qu'il y a une chose auquel tu as cédé et que tu regrettes aujourd'hui ? Non, pas spécialement, non, désolée. Non. Ok, je pensais qu'elle allait me donner un truc. Non, c'est vrai ? J'ai réfléchi, mais... D'accord. Non. Et alors, donc à part la machine à laver, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu n'as pas cédé ?
Non, c'était que la machine à laver. D'accord. La vaisselle, on n'en a pas. Après, je pense que dans notre mode de vie citadin, on n'était déjà pas trop adepte de toutes les technologies qui existaient. Enfin, on faisait un minimum, on avait déjà notre poêle à bois. Enfin, on n'est pas trop gadget. Donc le tri n'a pas été difficile. Oui. Ok. Après, D'accord. on avait... il y avait le point des toilettes sèches qu'on n'avait jamais expérimenté. Que tu n'avais pas à Chalon, tu l'as ici. Voilà, donc ça, on s'était dit, on essaie, mais si ça ne nous convient pas, c'est tout, on fera machine arrière. Et puis finalement, en fait, c'est pas du tout une contrainte. Donc, D'accord. C'est bien que tu dises ça parce qu'effectivement, il y a toujours, moi, cette notion de me dire, c'est pas, enfin, rien n'est définitif et en tout cas, il faut l'envisager pour aussi un peu dédramatiser ou déculpabiliser, etc., etc. Donc le fait de se dire, bah voilà, on passe en toilette sèche, mais si finalement ça ne nous convient pas, on revient en arrière. Oui, c'est ça en fait, c'est qu'il faut pas faire des choses qui nous forcent. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on a envie de le faire qu'on le trouve pas difficile. Après, on n'est pas encore dans une situation d'état d'urgence, donc en fait, on fait les choses au fur et à mesure comme on le sent venir. Finalement, cette année, on n'a quasiment pas lancé de potager parce qu'on n'a pas le temps d'en lancer, mais c'est pas grave. Le jour où il faudra le faire, on a ce qu'il faut pour le faire. D'accord. Ouais, tu te mets pas une pression ou des objectifs avec des attentes, etc. Non, de toute manière, dans tous les domaines, il vaut mieux le faire comme on a envie. Donc, il n'y avait pas de position géographique, tu as dit ? Non, parce que je pense que même si on avait trouvé à proximité de Chalon... tu restais à Chalon. Je pense que j'aurais même gardé un mi-temps prof. D'accord. L'idée, c'était pas forcément de partir très très loin. Non. D'accord. Non, en fait, la contrainte la plus difficile quand on part, en fait, c'est la contrainte financière. C'est le nerf de la guerre. On s'était fait avoir dans d'autres maisons où on avait craqué pour des belles maisons et on s'est bien rendu compte que c'était pas possible. Donc voilà, le point de vue financier à respecter. Ensuite, l'environnement, on voulait un point d'eau. Moi, je voulais quand même pour notre fille rester à proximité d'une petite ville. Ouais, tu es à côté de Lubersac. Hein ? Oui, c'est ça. On est vraiment tout proche, mais quand on arrive à la maison, on a l'impression d'être perdu dans notre petit coin. Oui, c'est vrai. Je valide. Et alors, donc, finalement, même s'il n'y avait pas ça, c'est quoi ? C'est en voyant une annonce comment vous avez trouvé ce lieu ? Le mieux, ça aurait été que tu demandes à notre fille. C'était très rigolo pendant le confinement, parce qu'en fait, tous les matins, on scrutait Le Bon Coin. On se faisait un listing de tout ce qui potentiellement pouvait nous intéresser. Et ensuite, toute la journée, on appelait les agences et on avait à côté de ça une liste de questions à poser. Carrément, on avait fini parce qu'en fait, on a appelé tellement de choses. Parce qu'au départ, tu poses des questions basiques. Est-ce qu'il y a des voisins, des choses comme ça. Mais après, tu demandes aussi, est-ce qu'il y a une déchetterie juste à côté ? Est-ce qu'il y a une ligne électrique ? Parce qu'en fait, les gens, ils voient pas ça comme des contraintes. Donc, on appelait, on se présentait, on disait, j'ai quelques questions à vous poser. Supplémentaires. Voilà. Au basique. J'ai un cahier des charges bis. Ok. Et donc, tu trouves ce lieu. C'est en Corrèze. Ça te dérange pas de partir si loin ? Non. Non. Tu te dis c'est bon, allez hop, nouvelle aventure. Ouais, mon conjoint était déjà parti une première fois tout seul voir un terrain mais un peu plus bas, je crois en Aveyron. D'accord. Et moi j'étais pas venue parce que c'était le confinement, on s'était dit ça craint quand même de partir à deux. Et puis finalement on s'est rendu compte que c'était un très mauvais choix parce qu'une fois sur place, il était incapable de prendre une décision tout seul. Ah oui. Pour valider un achat Ok. ou non. Donc finalement, ça aurait peut-être pu être l'Aveyron si tu avais été là, avec lui. Ah oui et non, parce que finalement, on n'a pas regretté parce qu'entre les images qu'on avait vues sur Google Maps et la réalité, une fois arrivé, on regrette pas. Mais du coup, quand on a trouvé ici en Corrèze, on venait à la base pour 2 produits. Et on a dit on y va tous les deux et on avait cherché longuement avant où c'était, donc on est arrivé directement avant l'agent immobilier et quand on est arrivé tous les deux on s'est dit c'est là. D'accord. Donc on a annulé les autres visites. Ok, direct. Voilà. Tu sais pourquoi ? Le cadre, en fait, c'était vraiment magnifique avec la grange en pierre. Puis on avait vu tellement d'annonces qu'en fait, quand on voulait rester dans nos critères, ailleurs, t'achetais vraiment une ruine. Donc là, ça nous semblait... Tu peux juste assez succinctement dire ce qu'il y a ici enfin, décrire ton lieu. Tiens, vas-y, décris ton lieu. Alors, ça fait un petit bout de campagne, un morceau de ferme avec une grosse grange en granit bleu qui est énorme, magnifique, vraiment impressionnante. Il y a un étang dans le bas du jardin
Et puis, depuis 4 ans, on a arboré un peu partout. On a des potagers, des cerfs, des animaux qui se baladent. Et t'as pas oublié les 2 autres habitations, là? Ah oui, oui. Il y a 4 trucs, hein. Enfin, il y a plein de trucs, elle a oublié. Elle a fait un AVC entre 2. En arrivant, donc en fait, on a construit une tiny house pour pouvoir vivre dedans et pouvoir être sur place pour les travaux. C'était plus simple finalement que de C'est là où on se trouve maintenant. Voilà. Et ensuite, en fait, on voulait habiter dans la grange, mais on a dû changer nos projets et on avait un bâtiment, en fait, un bâtiment agricole avec poteaux, simplement, une sorte de hangar qu'on a transformé en maison. Ouais, qui est très belle. Moitié de contemporain et moitié ancien. Voilà. Le mariage des 2, c'est vraiment très très joli. Moi qui aurais rêvé à être architecte. Ah bah là, t'as réussi. Non, mais c'est vraiment un bel endroit. Ok, très bien. Donc, hop, la Corrèze, c'est parti. L'installation, elle s'est passée dans le dur ou elle s'est passée... Ah, je pense que ça t'aurait pas plu. Je pense que ça n'aurait pas plu à grand monde. Hein. Mon image est dévoilée. Ouais, non, même toutes mes copines, elles me disaient, mais comment tu fais? Parce que quand on est arrivé, c'était une grange où il y avait encore les vaches. Donc en fait, il y avait les cornadis et tout. Enfin voilà, c'était une vraie grange. Donc on a posé. Ah, il n'y avait plus les vaches. Enfin, ça n'avait jamais été transformé. Voilà, ça n'avait pas changé. Oui, mais il n'y avait plus les vaches, on précise. Voilà. Parce que là, de la manière dont tu l'as dit, on arrive à les vaches. Ok. Non, mais tout était comme figé 20 ans en arrière. D'accord. Si tu veux. Donc il y avait l'électricité, de l'eau qui arrivait à un abreuvoir par terre. Voilà. Donc nous, on a posé une caravane dans un coin en attendant de construire la tiny. Mais on n'avait pas de douche, pas de toilette. Voilà, je faisais à manger dans la grange, mais c'était de la terre battue. Et c'était à quelle période ? On a acheté fin septembre. Alors la première. Ah, donc t'allais rentrer dans l'hiver après ? Ouais. Mais alors la première année, moi j'ai pas été là tout le temps, à 100%. En fait, j'ai fini une année de prof et c'est mon conjoint qui était là. D'accord. On le rejoignait pour les vacances. D'accord, donc c'est lui qui a vécu dans le dur l'hiver et tout. Voilà. Très bien. On avait des voisins adorables chez qui on a quand même mangé de nombreuses fois. Ils nous prêtaient un local pour aller se doucher. Parce qu'on comptait se doucher dehors dans notre petite tente de vanne, mais ça n'a pas duré longtemps. Ah, parce que les hivers, quand même, peuvent être quand même piquants ici. Ok, donc l'arrivée, finalement, tu l'as décrit comme... comment ? Mais, comme tout nouveau projet. En fin de compte, quand tu commences un projet, t'es comment on dit t'es enjoué. Enfin, tu vois pas les difficultés. Enfin, à chaque fois que nous... Tu les vois pas tout de suite, du moins. Voilà, nous, c'était pas notre première construction. Et à chaque fois, en fait, on y va tête baissée et content d'y aller. Donc, content d'être dans la caravane. J'ai retrouvé plein de photos où on faisait des jeux de société. Enfin, on voit pas le dur. Enfin, en tout cas, à l'arrivée, ça faisait un peu comme des vacances. Pour nous qui avions l'habitude de partir en van, c'était un peu un prolongement des vacances. Après, ce qui était plus dur, en fait, c'est dans la continuité. Dans la durée. Voilà. Dans la durée, que c'est tous les jours, quand il fait chaud ou quand il fait très froid. Là, dans tout ce que tu as décrit, entre les 2 belles habitations, la tiny, tout le reste, les serres, tout ce que tu as là aujourd'hui, ça a pris combien de temps en fait ? Enfin, vous avez fait des travaux pendant combien de temps ? Alors, ça a été quand même assez vite, parce que comme on a commencé, mais que le terrain était... c'était un terrain agricole, donc il a fallu créer les accès, les drainages, apporter les réseaux. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais qui prennent du temps. Donc le temps de vraiment tout installer, de construire la tiny. Au bout d'1 an, voilà, la tiny était faite et on avait fait le gros sur le terrain. D'accord. Et ensuite, on a démarré la construction de la maison qu'on a fini en moins d'1 an. Et entrecoupé par des montages de serres, des clôtures... Donc 2 années ? 2 années, voilà, pour pouvoir retrouver un confort de vie. Et après, 1 année encore entière pour refaire la grange, qui avait besoin de s'occuper d'elle. Okay. Et puis, continuer à aménager le terrain. Ouais, donc on a entre 2 et 3 ans quand même. Ouais. Là, ça va faire 4 ans. On est là. Donc l'année dernière, quand on arrives en même temps que moi. Ouais, quand on s'est rencontrés, ça faisait quasiment 3 ans et que je m'accordais de faire une petite pause. Travaux. Je comprends. Comment tu as trouvé tes repères dans cette nouvelle vie ?
Grâce à l'école. Ah ouais? Bah oui, parce que Théa, en fait, est rentrée en CM2 quand on est arrivé. Ouais. Donc, comme on changeait vraiment de région et tout, je lui avais dit, je viendrais te chercher tous les midis. Enfin, voilà. Donc, je faisais pas mal d'allers-retours à l'école et je suis tombée sur des chouettes copines. Enfin, D'accord. Voilà, on a vite discuté. Les voisins autour de chez nous qui sont vraiment extraordinaires. Donc, T'es bien tombée. Ouais, non, vraiment, tout le monde nous a tendu la main et on s'est pas senti vraiment isolés. Ok. Donc c'est grâce à l'école que tu as pu retrouver un rythme de vie et t'ancrer, entre autres. Voilà, Ouais. après, chacun le voit différemment, mais moi, c'est vrai que j'avais besoin de parler à quelqu'un d'autre que mon conjoint. Donc, c'est sûr que je passais beaucoup de temps au téléphone avec les copines quand j'avais le temps, mais voilà, de discuter un petit peu devant l'école, d'aller boire un café de temps en temps. Non, Et ça s'est fait assez facilement. Oui, et puis quand même en Corrèze, c'est un lieu où tu as beaucoup de personnes qui arrivent d'ailleurs. Oui, comme Dordogne pour moi, ou enfin en tout cas dans le triangle là dans lequel on est, entre la Haute-Vienne, la Corrèze et la Dordogne. Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Et puis tout le monde a été bienveillant. Ils ont vu qu'on arrivait avec une petite fille dans une caravane. Donc voilà, la manière dont on est arrivé, je pense, a aidé aussi à ce que les gens viennent vers nous. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire par rapport à cette arrivée en Corrèze et à cette installation? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose auquel je n'aurais pas... Moi, non, enfin, hormis le fait que... parce qu'on est beaucoup arrivé en Corrèze, je pense, avec ce projet-là d'autonomie, tout ça. Ouais. Et entre ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, ce qu'on a envie, la réalité n'est quand même pas la même. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui après sont déçues, parce que c'est quand même dur. Enfin, si on veut bien s'installer, les travaux, tout ça, voilà, ça se fait pas en claquant des doigts. Oui, c'est pas les photos sur Instagram. Non. Enfin, les photos de la fin, elles sont sympas. À la limite, quand on arrive ici, effectivement, on se dit waouh, c'est génial. Mais oui, tout ce qu'il y a avant... c'est pas tout. Voilà. Parce qu'il y en a quand même qui arrivent et qui se mettent dans des difficultés parce que ils peuvent pas parer aux travaux et aller travailler. Enfin voilà, c'est pas donné à tout le monde. Tiens, tu donnerais quoi, toi, du coup, comme conseil, justement, si des gens veulent transitionner sur une autonomie, pas à 100% parce que c'est pas faisable, mais tu leur dirais quoi? Alors c'est rigolo parce qu'en fait, récemment, j'ai eu un ancien ami qui était le fils de ma nourrice qui m'a appelé en me disant « Je veux partir, quel conseil tu me donnerais ?» Et parce que ça donne envie, comme tu dis, quand on nous voit sur les réseaux sociaux, et puis on partage que les belles images, hein. On partage pas tout. Et en fin de compte, déjà, si on part en couple, il faut que ce soit une décision commune. Je pense que s'il y en a un des deux qui est réticent, ça va au drame. Ça va coincer, voilà, fatalement. Il faut bien réfléchir son projet, savoir exactement ce qu'on veut, et peut-être pas voir trop grand tout de suite. Il faut y aller pas à pas et voir ce qu'on se sent capable de faire. Là, tu parles pas uniquement de la partie travaux, tu parles aussi des autres... Qu'est-ce qu'il y aurait comme si je devais mettre des petites cases, comme ça, des petites boîtes sur ce que représente l'autonomie? Je sais pas, l'alimentation, la production d'énergie, patati patata. Mais chaque effort fait est bon. En fait, on ne peut pas juger un tel, tu fais ça, c'est pas bien. En fait, je pense que si chacun fait des efforts, ça va dans un sens. Je sais que nous, on ne peut pas nous dire qu'on est super réglo sur tout. On a essayé surtout d'acheter de la seconde main, les matériaux de trouver d'occasion, etc. Mais je pense qu'il faut que chacun fasse ce qui leur semble bon à faire et ce qu'ils ont envie. Parce que si le potager, ça devient une contrainte et qu'on n'a pas envie, il faut pas le faire. Par contre, là, pour moi, c'est pas tellement de l'autonomie dans ce cas. Alors, non, mais... Ça vient petit à petit et de toute manière l'autonomie totale, on ne peut pas rêver, on n'a pas tout ce qu'il faut pour le faire. Oui, c'est un peu utopique de penser à une totale autonomie. Oui, ou pas dans notre société, ou sinon il faut abandonner aussi tout le confort de vie. Donc si on y est forcé par la force des choses, on y arrivera. Mais si tu donnerais comme conseil de garder la machine à laver? Oui, la machine à laver, il ne faut pas lâcher. Ça marche. Je me suis écrit la naissance de ton activité professionnelle. On peut parler de ça, l'activité professionnelle. Tu peux donner le nom de ton activité et puis expliquer ce que tu fais, ce que c'est.
J'ai pas envie de le dire, vas-y, dis-le. Alors, j'ai créé les ateliers du Grand Bois. Pourquoi du Grand Bois? Parce que c'est le lieu dit? Voilà, c'est Voilà, ça. bah, tu sais que j'ai eu la réponse aujourd'hui. C'est vrai que souvent, je me suis dit, tiens, pourquoi ça? Bon, ok, après, ça m'est passé. Et puis, quand j'ai tapé l'adresse, tout ça, je fais, ah, d'accord. Okay. Alors, j'ai pas cherché bien loin. Et puis, au départ, quand on crée son entreprise, en fait, on sait pas trop ce qu'on veut y glisser derrière. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un nom assez généraliste. Parce que je me suis dit, si jamais je fais des ateliers à la maison, des choses où que je glisse sur autre chose. Oui, ça détermine pas ton activité. Voilà, il fallait que ça reste assez flou. Et du coup, en fait, alors moi, je fais de la couture depuis vraiment très longtemps. C'est ma passion. Et depuis quelques mois, en fait, je faisais des petits bijoux en couture avec du simili-cuir, voilà, des petites broches, des boucles d'oreilles, alors, toujours pour faire des cadeaux. Ouais. Aux copines. Et elles m'ont toutes tannée en me disant, mais essaye de les vendre, pourquoi tu le fais pas? Puis bon, bah, à force de l'entendre, je dis, bon, ok, j'essaye. Donc, le soir dans le lit avec une copine qui se reconnaîtra, T'étais dans le lit avec ta copine? Non, pas... Fais attention à ce que tu dis. Oui. Enfin, tu peux, hein, je m'en fous, mais... Non, en fait, c'est que... Au téléphone. Faut imaginer que les journées, en fait, elles restaient rythmées par les travaux. Et moi, en fait, de temps en temps, voilà, je m'imaginais en me disant, tiens, et si je vendais mes créations, voilà. Donc, mais bon, les journées étaient bien remplies. Et souvent, le soir, en fait, c'est mon seul moment où, voilà, tout le monde dort et je peux être un peu tranquille. Donc, avec une amie de longue date, on échangeait par message. D'accord. Là, sur le téléphone. Et voilà, et petit à petit, j'ai construit ça. On échangeait, tu penses quoi de tel logo, machin. Et j'ai lancé... Ça a été un peu ton coach ou ton... Voilà, en fait, elle te faisait un retour. D'accord. Voilà, je m'interrogeais parce que c'est pas un domaine que je connaissais. Et j'ai lancé ça comme ça pour rire, une page Facebook. Je me dis, ça coûte pas grand-chose, je vais voir ce que ça donne. Par contre, t'as pas donné la particularité de tes bijoux? Oui, parce qu'en fait, au départ, quand j'ai lancé, c'était juste comme ça. Et quand j'ai vu que ça pouvait prendre, j'ai dit, OK, donc j'ouvre mon entreprise, mais moi, je veux pas commercialiser du plastique. Donc, j'ai fait des recherches sur des matières végétales. Et donc, je suis tombée sur de l'apple skin, que j'appelle de la peau de pomme, parce que voilà, on est en France. Et donc, qui est une matière végétale qui est faite à partir des déchets de pommes. Les épluchures. Voilà, en fait, du mou des jus de pommes. Alors, pas que, hein, on utilise en fait 40% de ce mou qui est séché et réduit en poudre. Et ensuite, il y a des liants pour que ça fasse une pâte. Mais en tout cas, voilà. D'accord. Oui, donc non, c'est pas la peau non plus. C'est tout le... Bah, quand le jus de pomme, il est broyé, ouais. C'est la peau, les pépins. Bah, moi, j'ai un extracteur. Quand je mets ma pomme, il y a plein de matière là dedans. C'est ça. D'accord. C'est ça. Alors, donc, tu te dis, bon, tu crées l'entreprise, tu dis, OK, on va les commercialiser. Tu as trouvé le nom entre deux et tu t'imaginais le faire comment? Enfin... je savais pas trop. Alors, les réseaux sociaux, je commençais à poster quelques photos, mais au départ, je savais pas trop où j'allais. Alors, j'ai des copines qui me disaient, tu les vends pas. Enfin, j'osais pas trop indiquer des prix. Donc, tu les faisais, mais t'osais pas vendre, quoi. Je suis là, mais je veux pas trop le dire que je suis là, en fait. Donc, j'ai tâté le terrain longtemps. J'ai créé un site internet, en fait, tout de suite, pour pouvoir vraiment fixer... Oui, faire un tunnel de vente. On peut acheter en ligne? Ouais, oui. Donc comme ça, au moins, ça faisait une boutique en ligne et puis que ça fasse un peu plus sérieux, plus professionnel. Et ensuite, je me suis lancée dans mes premiers marchés. Et les premiers marchés, c'est l'année dernière, hein? Ouais, j'ai commencé fin juillet. Tiens, tu veux pas me raconter ton premier marché? Le premier marché, c'était... je pense qu'il y en a qui viennent encore me voir en se souvenant de mes premiers marchés où j'étais coincée entre les poulets rôtis et les nems. Voilà, sur ma petite table avec mes 2 tréteaux, mon parasol qui était bien trop petit pour moi. Et voilà, quoi. Enfin, c'était les premiers débuts où on essaie... d'appeler les clients, mais c'est difficile, quoi. On sait pas vendre, on n'est pas à l'aise.
Et non, mais j'avais piqué 2 tréteaux au voisin, une planche, un drap blanc, et puis vas-y, quoi. Puis de toute manière, au début, on veut pas trop investir, donc on essaie. Donc notre stand, il ressemble à rien. Après, tous ceux qui sont autour, ils sont vraiment adorables. En fait, tout le monde vient nous donner des conseils en nous disant « mais mets une petite affiche ». Et en plus, c'est nos premiers clients. Finalement, les autres exposants viennent nous acheter en fait pour nous encourager parce qu'ils se souviennent de leur premier marché où c'est vraiment une galère pas possible. Quand tu es revenu de ton premier marché, j'étais épuisée parce qu'on s'était levé à 5h du matin parce que forcément, on veut être là dès le début du marché. Parce qu'on tu dis on, tu n'y es pas allée toute seule? Ouais, ma fille m'a accompagnée longuement. Donc, elle se levait super tôt, chargeait la voiture, on arrivait et puis on attendait. Mais finalement, des boucles d'oreilles, les gens, ils vont en acheter vraiment toute fin de matinée. Tu as de la chance d'en vendre une paire à 11h30 midi. Et puis voilà. Tu veux dire que ton arrivée très tôt, ça ne servait à rien? Bah oui, mais t'es obligé. Oui, t'es obligé. Sinon, après, t'as pas ta place ou tu peux plus y accéder. Voilà. Ok. Donc, non, c'était dur. C'était dur. Ouais. C'est un sacré souvenir. Entre le poulet et les nems, tu devais avoir la dalle. Mais non, mais c'était horrible. Parce qu'en fait, les gens, les poulets rôtis avaient plus de succès que mes boucles d'oreilles. Ouais. Souvent, les poulets rôtis sur les marchés, c'est le best, quoi. C'est ça. Non, et puis en plus, quand on commence, on prend les marchés qu'on trouve. Là, je me suis rendu compte maintenant que ça fait un petit moment qu'en fin de compte, il y a des mois et des mois en fait, de recherche active. D'attente. De recherche. Et après, des fois, tu dois attendre pour avoir une place dans certains marchés. Alors, moi, j'ai pas sélectionné ce genre de marché. Maintenant, je sélectionne surtout les marchés liés à l'artisanat. Oui. Où là, en fait, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut postuler. On fait carrément un dossier. Donc, pour ne plus être entre les nems et les poulets, tu sélectionnes tes marchés. Mais là, c'est un peu sur sélection. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tout le début de l'année est voué à ça. On envoie des dossiers, on cherche parce que en plus, on nous dit pas tiens, faut aller faire tel marché. Donc c'est à force d'échanger avec un tel qui dit faut que tu essayes là-bas. Ouais, ou des retours d'expérience des autres. Donc ça, c'est compliqué. Donc en fait, on remplit notre agenda comme ça au fur et à mesure des retours. Là, on est déjà sur les marchés, mais finalement, tu m'as pas dit comment tu as commencé aussi à fabriquer. Alors parce que passionné de couture, passionné de bricolage, de fabriquer finalement. Comment tu as commencé à fabriquer ces petits bijoux? Je sais plus exactement en fait. Je sais que pour le Noël précédent, pour les cadeaux. Voilà, je voulais faire des cadeaux et alors je ne sais plus pourquoi. Tu t'es acheté des petites matières, tu t'es acheté des petites... j'avais déjà tout. J'étais vraiment une accro de la couture, donc j'avais déjà tout sous la main. Ouais, des petites breloques, des petits... Après, ce que j'ai fait au début, c'était vraiment très rudimentaire. En fait, je découpais dans du carton des formes que je reportais. Voilà, c'était long. Mais c'était juste pour faire un petit cadeau. D'accord. Et alors, après, l'histoire de la matière, parce que tu avais envie d'avoir quelque chose avec des valeurs, qui correspondent en tout cas à tes valeurs, c'est ça. Qui t'a orienté vers l'histoire des pommes, là? Alors, je connaissais déjà, en fait, la matière à base d'ananas. On avait vu des reportages depuis longtemps, donc en fait je savais qu'il y avait des matières végétales qui existaient, donc j'ai cherché sur internet et donc il y a l'ananas, il y a le raisin, enfin il y en a diverses. Et quand je suis tombée sur la pomme en habitant en Corrèze, je me suis dit en plus ça fait sens avec le territoire. C'est ça. Beau. C'était stratégique en fait. Oui et non, en fait je me suis pas posé la question. Dès que j'ai découvert ça, en fait ça a été très vite. Comment tu fais pour obtenir cette matière et qu'elle soit transformée et colorée? Alors moi je la fabrique pas. Oui, voilà. Non, mais comment tu fais justement pour aller chercher tout ça? Alors en fait ce qui est compliqué, c'est qu'il y a très peu d'entreprises qui en fabriquent. Moi j'en trouve en Allemagne et en Italie. Voilà. Alors on est dans le pays de la pomme. Mais personne n'en fait. Non. Ce serait bien qu'il y en ait qui s'y mettent parce que... ce serait mieux pour toi. Voilà. Puis même, c'est une matière qui est agréable à travailler. Donc, D'accord. Et donc, en fait, c'est plutôt des grosses entreprises qui les fabriquent. Ils collectent les broyats ou les mous de jus de pomme et des compotes des entreprises agroalimentaires aux alentours. En fait, ils récupèrent ce mou, ils le déshydratent, le réduisent en poudre, le mélange avec des liants, ça fait une pâte.
Et après, en fait, il les coule, il les façonne, en fait, pour faire... ça fait des grosses plaques, en fait. On dirait comme de la peau, hein, on dirait du cuir, en fait. Hein. Ça Alors, fait un peu ça. On dirait du cuir, alors ça, c'est... Voilà, L'aspect. On dirait, voilà, mais bon, on ne peut pas parler de cuir. L'aspect fait... en de la termes peau. d'utilisation, c'est ça, parce qu'à la base, c'est utilisé surtout pour des chaussures et des sacs à main. D'accord. C'est une matière qui est utilisée dans ce but-là. Donc, c'est hydrofuge, c'est résistant. Dans le but d'avoir des accessoires véganes. Voilà, c'est ça. Ça a été inventé surtout pour faire une alternative au cuir animal, de trouver une matière en fait qui soit résistante. Tout ce qui est matière tissu, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que quand tu reçois ça, c'est quoi? C'est des grandes plaques? Des grandes feuilles? Ça fait des grands rouleaux, comme des rouleaux de tissu. D'accord. Après, il y a différentes épaisseurs. Moi, pour mes bijoux, je prends le plus fin, mais ouais, ça fait des rouleaux de tissu. Et la couleur, elle est faite là-bas aussi? Ouais, c'est des pigments naturels qu'ils ajoutent. Comment t'as fait pour trouver ton fournisseur? J'ai passé des heures et des heures sur Internet, tous les soirs, pendant que tout le monde dort. En fait, tu dors pas, toi. Apparemment, elle fait des travaux la journée, la nuit, pendant que tout le monde dort, parce que les autres dorment, mais pas Cyrielle. Non, mais il faut optimiser le temps. Non, mais c'est des recherches ciblées. Puis après, quand tu sais ce que tu cherches, en fait, tu trouves les réponses assez rapidement. Donc, tu as trouvé ça, et après, c'était facile de rentrer en contact avec eux et de pouvoir commander, parce que j'imagine que tu n'as pas commandé des stocks de fou au départ, quoi. Ah bah non, parce que ça a été chouette, parce qu'en fait, j'ai des super copines qui m'ont soutenue dès le départ, et en fait, avec ce qu'elles m'avaient déjà acheté... Des précommandes. J'ai pu, en fait, acheter des rouleaux de peau de pomme au fur et à mesure. Elles t'ont acheté des boucles d'oreilles pour 10 ans. Non, mais... Chacun, en fait... a contribué. Voilà, a contribué. Et je voyais que ça leur faisait plaisir que je développe mon activité. Ouais. Et quand tu as reçu, ça me suscite plein de questions, quand tu as reçu ces premiers rouleaux, la matière, tu l'avais jamais travaillée? Non, du coup, la première fois, c'est même pas des rouleaux. En fait, j'avais commandé des échantillons. Ouais, des échantillons. Ils proposaient des échantillons. Tu as pu tester quand même. Voilà, parce que c'est ce que je me disais. Je vais pas en commander un stock faramineux si, en fait, je peux pas m'en servir. Donc, j'avais une petite plaquette d'échantillons et j'ai testé. Comme ça, tu as pu tester. Et en fait, ça se coud super bien. D'accord. Rapidement, tu as vu que tu pouvais... Ouais. Donc après, c'était de créer des modèles, d'inventer. Donc là, j'ai passé pas mal de temps. Je te fais confiance. Sur le papier, à faire des croquis, à essayer de voir ce qu'on peut faire. Après, ce qu'on imagine, mais d'arriver à les créer, de les monter, que ça tienne. Ah oui, que ça tienne aussi. Ouais. Qu'il n'y ait pas de mauvais retour. À chaque fois, au début que je vendais, je disais, surtout, si ça ne va pas, vous me le dites. Hein. Oui, on a envie que ce soit bien, voilà bien sûr. D'accord, ok. Donc, au départ, tu t'imaginais quoi, en fait, dans cet entrepreneuriat? Je savais pas trop. En fait, comme tout le reste, j'y allais un peu à l'aveuglette. Ça me dépassait parce que c'était un milieu que je connaissais pas du tout. En fait, ça faisait même un peu peur. Et je pense que je me suis aussi cachée beaucoup là-dessus au départ en me disant non, je fais pas des gros marchés. Parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Tu te sentais pas légitime? Mais non. Et c'est à force de faire quelques petits marchés dans le coin, en fait, que c'est d'autres exposants qui m'ont dit « Mais viens là, viens à tel endroit, tu verras, ça fonctionnera. » T'as ta place. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ces mots-là qui m'ont dit « Chacun a sa place, viens voir. » Et toi, tu as ta place. Mais voilà. Elle arrive même pas à le dire. Non, mais ça bloque, sa bouche, elle bloque. D'ailleurs, aujourd'hui, tu te considères comme quoi? C'est quoi ton métier? Comment tu dis? Comment tu te présentes? Tu es? Mais j'arrive pas encore. Normalement, je suis créatrice des ateliers du Grand Bois, mais j'avoue que ça... il y a encore un petit... Parce qu'en fait, pour moi, comme c'est une passion, en fait, ça me semble simple. Et c'est en faisant quelques... Tu rigoles? C'est pas simple. Mais parce que j'ai toujours fait ça. Tu vois pas toutes les étapes que tu as menées, les recherches, etc., etc. Mais en fait, je vois pas la difficulté. Et c'est là, maintenant, que je commence à faire des ateliers, que je vois, en fait, quand les personnes, elles essaient de faire des bijoux, que je me dis, ah oui, en fait, finalement, c'est pas... Oh, les gros nazes. Je suis vraiment superbe, je suis formidable, vous êtes vraiment nuls. Voilà, non. Et puis, le retour des personnes qui sont vraiment contentes. Tu les fais où, ces ateliers? J'en ai... C'est vrai que j'avais vu sur Internet, mais j'en ai fait un peu à la Ruelle, à Ségur. Ah oui. Et là, j'en fais au Moulin de Lissac en ce moment, au lac du Causse. C'est top.
Eh ben oui, ça fait un peu la jonction avec mon ancien métier. Ah oui, de pouvoir prof, partager, enseigner, Ouais, voilà. transmettre. J'allais dire transformer. Oh, tu transformes, tu transmets. Ok, donc tu es créatrice. Voilà, Cyrielle, créatrice. Non, mais je comprends parce que tu vois, mais il y a encore peu de temps que j'arrive à écrire créatrice et productrice du podcast des Nouvelles Filles de la Campagne. Avant, je l'écrivais pas. Je crois que ça fait 6 mois que je l'écris. Hein. Ah, toi, alors tu peux te moquer de moi. Oui, je me moque, mais je le fais exprès. Alors que ça fait 2 ans que le podcast est né et j'ai démarré le podcast pour d'autres aventures professionnelles en 2019. Tu vois, et là, ça fait juste, il n'y a pas longtemps maintenant, et au contraire, mais créatrice et productrice. Mais c'est dur de s'assumer. Puis, c'est un truc typiquement féminin. Hein. Oui, c'est qu'on ne veut pas se mettre en avant, en fait. Si c'était un homme, il écrirait. Hein. Ça fait longtemps qu'il aurait écrit créateur de l'univers. J'aime les hommes, hein, je précise. Je ne suis pas méchante, mais quand même, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais bon, après, moi, c'est dans ma nature et voilà, je n'aime pas forcer les choses. Ça vient petit à petit. Oui, je pense avec l'assurance, avec le retour des personnes. C'est une très bonne transition, madame, parce que, comme j'ai dit dans l'introduction, malgré tout, entre il y a 1 an que tu commençais ce projet, les petits marchés, etc., et aujourd'hui, il y a eu une sacrée évolution. J'aurais même envie de dire un gros mot et de dire une putain d'évolution. Est-ce que tu veux parler de cette super bonne nouvelle ? Oui, tu l'as affichée sur les réseaux, donc on peut le dire. Oui. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, fais-nous plaisir. J'ai été sélectionnée par la Chambre de l'Artisanat pour participer au Made in France qui se déroulera à Paris début novembre. Là, c'était totalement incroyable. Carrément incroyable. Est-ce que tu veux dire assez rapidement comment ça s'est passé ? Et au final, t'es passé à 2 doigts de pas y aller ? On m'a... En fait, c'était... les inscriptions étaient écrites dans un journal. On m'avait envoyé, en fait, l'article. Et en fait, je me sentais pas légitime de candidater dessus. Donc, j'ai laissé ça pendant... plusieurs jours de côté, jusqu'à ce que je me dise, avant la clôture, je dis je jette un coup d'œil quand même. Et voilà, j'ai candidaté. C'est quand, avant la clôture ? C'est quoi ? C'est du style 2 jours avant ou... Ah oui, c'était 2 jours avant. C'était au mois de mars. Vraiment 2 jours. J'avais en fait ce petit article qu'on m'avait envoyé sur Messenger que je laissais en suspens. Et un matin, en fait, je me dis, je regarde et puis là, je dis, bon allez, j'y mets. J'ai rien dit à personne. J'ai tout rempli. Puis je me suis dit, on verra bien. Ouais, et après, tu m'as expliqué quand même qu'il y a quelqu'un qui est venu te voir ? Voilà, au salon Origine Corrèze qui avait eu lieu au château de Sédières, où voilà, une personne, alors je me souviens plus qui, mais qui travaille à la Chambre de l'Artisanat, qui m'a gentiment glissé que j'étais dans les 5 dernières participantes à être sélectionnée, enfin être gardée au chaud avant le verdict. Avant la délibération finale qui se passait à Paris, en me disant mais cette année vous avez été vraiment énormément à candidater. Donc moi j'avais pris ça en me disant c'est tout, ce sera pas pour cette année. Il veut pas me faire de peine. Il m'annonce que c'est gentil, c'est bien. En fait non. Pas du tout. Non, il me disait qu'il avait poussé mon projet et qu'ils avaient apprécié et qu'en tout cas, que si jamais j'avais pas prise cette année, qu'il fallait que tu réitères, je retente l'année suivante. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et alors, je reçois un mail où c'est écrit en gros, vous avez été sélectionné. Et là, Anthony me dit, attends, je vais relire, ça se trouve, t'as mal lu. Il voulait pas que je me fasse des fausses joies. Et non, c'était... T'avais bien lu. Ouais, non, j'étais vraiment... Qu'est-ce que ça t'a fait ? Mais en fait, ça a vraiment donné une dimension en me disant, en fait, ce que je fais, c'est reconnu. Ah ! Voilà, parce que je passais de... T'as pas couru dans le jardin en disant, je suis créatrice. Non. Non, mais ça t'a quand même fait du bien. Et ça t'a quand même, rassuré, affirmé ta posture. Mais c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, ça peut être mon vrai boulot, en fait. Jusque-là, je faisais vraiment ça. Tu faisais joujou avant. Voilà, ça me faisait plaisir. Je me disais, on verra bien ce que t'as donné. Là, je me suis dit, en fait, peut-être qu'il y a une réelle opportunité et il va falloir la prendre maintenant. Malgré tout, avant cette très 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 bonne nouvelle, tu t'étais quand même aperçu, parce que tu m'as parlé aussi des marchés de Noël, qui avaient un potentiel, que les gens t'achetaient. Tu générais des sous, parce que c'est important quand même. Il faut qu'on parle de sous. Oui, tu arrivais à
à dégager de l'argent de cette passion, Ouais, oui, parce qu'après l'été où vraiment les marchés, je les avais très mal sélectionnés, donc ça avait été plutôt un Donc flop. les marchés poulet nem. Ouais, voilà. Après l'automne, pour les créateurs, c'est un bon petit creux. Et à Noël, voilà, j'avais sélectionné quelques marchés de Noël. Alors, il y en a qui ont été des gros flops, mais par contre, voilà, j'en ai quelques-uns qui ont vraiment extrêmement bien fonctionné. D'accord. Et là, je me t'as gagné de l'argent, t'étais contente. Là où on est épuisé notre journée, qu'on vend toute la journée, qu'on refabrique la nuit entre deux. Ça, c'est trop bien. Non, là, ouais, on a en fait une énergie de fou où on se dit, non, mais on y va, quoi. D'accord. Donc, avant déjà, quand même, cette super nouvelle, tu avais gagné en confiance quand même. Oui, je m'étais dit, ça peut fonctionner. Mais après, toujours en me disant, bon, pourquoi tu t'es pas dit ça fonctionne, tout simplement? Parce qu'à côté, c'était quand même dur. À part les gros marchés, j'avais quand même très peu de commandes. Ventes en ligne. Donc, cette super nouvelle, donc ça va se passer... qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va t'arriver? Ça va se passer où? Ça va se passer quand? Alors, début novembre, à Paris, porte de Versailles. Donc, dans le stand de la Chambre d'artisanat de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, j'ai un petit stand qui m'est réservé. Et voilà, là, j'espère, il va y avoir plus de 110 000 visiteurs. Donc, t'as intérêt à en avoir des boucles d'oreilles. Et oui, du coup, à partir de septembre, je n'existe plus. Est-ce qu'il te donne une indication, justement, sur peut-être la quantité de produits que tu vas devoir avoir? Est-ce qu'on t'aiguille là-dessus? Alors là, par chance, en fait, en passant par ce dispositif, on est quand même guidé. Donc à partir du moment où j'ai eu la réponse, il y a une dame qui est adorable en fait et qui répond à toutes nos questions, qui est dévouée à nous accompagner. Oui, t'es pas jeté dans la fosse, quoi. Non, puis il y a des réunions, mais par contre sur la quantité de produits à amener, ils préfèrent pas se prononcer parce qu'en fait, ça dépend du produit et comme elle m'expliquait, ça dépend aussi de la manière dont on les vend. Mais bon, dans le doute, je vais en emmener plein. Ok, pourquoi? Tiens, j'ai envie, ça me vient là comme ça, pouf, tout me vient comme ça. Pourquoi tu sais, pourquoi tes produits? Qu'est-ce qui a fait que c'est toi et pas, Alors pas l'autre, évidemment, c'est la première question qui nous vient. Pourquoi moi? Voilà, on se sent privilégié et a priori, ce serait quand même le côté bijoux éco-responsable. D'accord. Voilà, d'utiliser une matière. C'est innovant quand même. C'est assez innovant. Alors après, je dis pas que je suis la seule à en faire, parce que j'en ai trouvé quelques-uns sur Internet, mais dans un style totalement différent. C'est plutôt des maroquineries, en fait, qui récupèrent leurs petits bouts, mais qui font des pièces très simples. Et là, voilà, ils ont trouvé ça vraiment unique. Et, En fait, ce qui est très intéressant, et du coup très joli chez toi, je parle pas de ton physique, ton physique est très joli aussi, mais dans tes bijoux, c'est qu'effectivement, tu arrives à allier donc cette démarche éco-responsable, mais en même temps un bijou qui est hyper esthétique, enfin qui est très féminin, qui est très travaillé, qui est très féminin, parce que effectivement, des fois, quand tu vois certaines choses qui sont faites avec voilà, ces matières-là, c'est pas toujours hyper... c'est pas toujours très travaillé. C'est pas très travaillé, c'est peut-être le bon terme. C'est pas que c'est très joli ou pas très joli parce que c'est subjectif, ce que je dis, mais malgré tout, c'est pas très travaillé. Voilà, c'est ça, c'est que là, du coup, moi, on me place vraiment dans l'artisanat d'art. Ouais, et la classe. Mais non, mais en fait, on se doit de montrer un produit travaillé. Ouais. Et, je culpabiliserais de couper 2 pièces, de les assembler et dire c'est bon, c'est fini. Donc après, c'est vrai que en tant que créateur, souvent, c'est pas perçu, c'est tout le travail en amont de recherche, de création. Parce que souvent, les gens, ils voient le produit en disant c'est cher. Parce que oui. Elles sont pas chères, tes boucles d'oreilles. Oui, non, mais elles sont pas chères, tes boucles d'oreilles. Je sais bien, mais voilà, c'est l'ensemble en fait de tout ce qu'on voit pas. Et en effet, j'essaye de produire des choses qui me ressemblent. En une phrase, c'est quoi les étapes? Les étapes de la création. De ce qui sort de ta tête jusqu'à mettre ta boucle d'oreille au marché. C'est quoi les grandes étapes? Alors, pas dans le détail, mais... Je passe par le dessin. Mais là, par exemple, je suis déjà en train de dessiner les pièces
que je vais vendre cet hiver. En fait, pendant longuement, je laisse traîner un calepin où je dessine des pièces jusqu'à trouver des Quand formes... l'inspiration t'arrive comme voilà, ça. des formes harmonieuses. Après, entre ce qu'on a dessiné et ce qu'on assemble, des fois, ça fonctionne pas, donc faut réajuster. Donc après, pareil, pendant de longues semaines sur mon plan de travail, en fait, je laisse mes pièces et je repasse, je repositionne jusqu'au moment où, voilà, après, je les couds et je valide le modèle en me disant, ok, ça, c'est bon. Mais des fois, pour certains modèles, ça va très vite. Et puis des fois, en fait, on n'y arrive pas, c'est longuet. Après, je m'attache à faire des choses très différentes, en fait, pour que ça plaise à tout le monde. Et voilà. La partie création, c'est la partie la plus longue. Après, la partie production. C'est long à fabriquer. C'est comme c'est des petites pièces cousues. Non, ouais, la phase, en fait, d'établir sa collection, de savoir ce qu'on fait. Et puis, on est toujours curieux, en fait, les premières fois qu'on les expose. Quand j'ai recommencé au mois de mars, que j'ai présenté la nouvelle collection, je me disais, alors, est-ce que ça va plaire, ça va pas plaire Ok. Est-ce que tu veux me dire ta plus grosse galère et ta plus grosse réussite depuis que tu as démarré ce projet ? Enfin, cette entreprise, toi, créatrice. La galère, en fait, c'est vraiment au début, en fait, de faire des marchés, des événements où ça fonctionne pas, qu'on passe des journées entières. Enfin, je me souviens d'un marché de Noël où j'étais dans le froid, totalement congelée, que j'étais partie à 6h du mat et que je n'ai pas vendu une boucle d'oreille de la journée. Et ça, c'est... En fait, on rentre, on est épuisé, vidé. Parce qu'on remet tout en question. Enfin, ça, c'est vraiment dur. Après... c'est formateur, hein. C'est comme je rigole quand je dis que j'étais coincée entre les nems et le poulet rôti, mais en fin de compte, c'est presque des étapes indispensables parce que c'est ça qui nous construit. Si directement on m'avait livré en me disant bah tiens, faut aller là, c'est comme ça, je suis pas certaine que j'en serais au même point. D'accord, donc les difficultés du début, c'est constructeur finalement, mais sur le moment on le vit pas très bien. Est-ce que tu t'es dit aussi faire ça en campagne, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ça aurait pas été plus facile de le faire en ville ? Ouais, souvent je me suis dit ça en effet, que dans des grandes villes où tu as du monde, je me disais ce serait plus facile. Et c'est là qu'en fait il y a quand même un beau retour, c'est que les gens en campagne sont prêts en fait à aider les petits artisans. Et quand on a fait par exemple le salon Régine Corrèze, en fait c'était fou parce qu'en fait les gens venaient vraiment pour soutenir les artisans et c'était super. Enfin, ils avaient des mots adorables et de l'argent ? Oui. Non, mais ils venaient vraiment pour acheter et nous encourager. Et là, c'est le côté où des fois je me dis en fait non, c'est cool d'être là. Où il y en a qui me passent commande en me disant oui, on préfère vous faire fonctionner. Mais comme tu dis, c'est le temps de se faire connaître. Ça marche. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant de clôturer avec quelques questions là ? Est-ce que tu as envie de rajouter par rapport à ce que tu connais du podcast et tout ton parcours et parmi cette conversation, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de me partager auquel je n'aurais pas pensé et qui te tient à cœur ? À la campagne, en fait, faut venir y vivre pour se rendre compte réellement de la vie ici. Mais il y a de très belles choses qu'on ne dit pas. Une entraide énorme entre tout le monde. Enfin, on retrouve des choses qui sont totalement effacées en ville. Là, c'est vraiment un groupe qui s'aide, mais sur tous les points. Même quand je fais les marchés, en fait, tous les exposants, en fait, on retrouve toujours les mêmes. Ça devient des amis. Les personnes sont très solidaires. Ça, c'est une chose que tu retiens vraiment de la vie à la campagne. Oui, que c'est chouette. En fait, on n'est pas isolé. Enfin, pour moi, c'est très loin des clichés qu'on imagine. Alors, peut-être que pour des personnes âgées qui sont toutes seules dans leur maison, c'est dur, mais ce serait la même chose en ville. Hein. Oui, il y a des personnes âgées qui meurent tout seules dans leur appartement à Paris. Hein. Oui, voilà, c'est pas lié. C'est que des gens avec des chouettes valeurs. Voilà. Et puis après, de toute manière, qu'on soit n'importe où, on s'entoure de personnes qui nous ressemblent et c'est pas parce qu'on est parti qu'on oublie les autres personnes. Tout simplement, si ta famille était autour de cette table avec nous, à ton avis, qu'est-ce qu'elle te dirait par rapport à ce qui s'est passé, surtout cette dernière année ? Alors si, avec ce changement de vie, etc., mais moi, c'est surtout ton parcours là, de créatrice, t'as bien entendu, de créatrice ? Ouais, non mais je sais, parce qu'en plus, j'ai revu toute ma famille récemment et je sais qu'ils sont fiers de moi.
tous, voilà, que ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. J'ai un parcours qui est totalement atypique, que j'ai pas fait toute seule, heureusement, qui est mon conjoint, qui est ma fille, on a fait ensemble. Mais on fait tout ce que personne n'oserait faire, et depuis bien longtemps, depuis la première maison qu'on a achetée, qu'on a revendue quasiment aussi sec derrière. Voilà, en fait, tout ce qui effraie tout le monde, en fait, on saute à 2 pieds dedans. Et ta fille, elle te dirait quoi, tu crois ? Ma fille, elle est fière, elle me le dit souvent, qu'elle est fière de ce que je fais, quand elle me voit partir au marché, là, que je sois prise au Made in France. Ah ouais. Elle est contente, elle sait que c'est pas évident, parce qu'elle nous voit au quotidien que oui, que c'est pas toujours rose, qu'on est toujours en train de courir à droite, à gauche, mais non, elle est vraiment heureuse. Et toi, ça te fait quoi d'entendre ça, ou ça te fait quoi ? C'est un apaisement, parce que ça a été un parcours difficile. Parce qu'autant avant, on a eu d'autres projets, mais qui étaient quand même plus petits, en tout cas moins ambitieux. Mais là, quand on change de département, qu'on change de région, qu'on part tout, qu'on remet tout en jeu financièrement, personnellement, c'est dur. Donc là, en fait, d'arriver à l'achèvement, de voir qu'on est arrivé au bout de notre projet, et qu'en plus, on n'y avait pas pensé, la cerise sur le gâteau, que d'un point de vue professionnel, on fait quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé et que ça fonctionne, c'est top, c'est top. Là, d'un point de vue professionnel, c'est toi surtout ? Oui, c'est moi, mais c'est un projet de vie, en fait. Nous, c'est pas un tel travail, en fait, c'est que, voilà, que notre famille s'en sorte. On ne sépare pas, en fait, les tâches. C'est commun, en fait. On fait vivre notre famille. Ah, je mets la petite musique. Parfait. Bon, pour terminer, j'en ai 2. Si une femme qui t'écoute hésite à se lancer, qu'est-ce que tu lui dis ? Il faut se lancer, parce que tout le monde attend. Mais en fait, il n'y aura jamais de bon moment. Donc, il faut se lancer du moment qu'on est en accord avec soi-même. Moi, c'est vrai que j'ai jamais réussi à me lancer quand j'étais frileuse. Mais en fait, quand on le sent au fond de soi, qu'on se dit j'ai envie d'essayer, il faut s'écouter. Tout simplement. Pourquoi tu m'as dit oui ? Et comme je te dis, je fais tout avec le cœur et j'avais envie. En fait, je me force jamais. Si j'ai pas envie, je fais pas. C'est avec plaisir, sinon je t'aurais dit non. Elle est vraiment la dernière. Enfin, quand tu écoutes certaines nouvelles filles de la campagne, ça te procure quoi ? Ça t'apporte quoi ? Souvent, en fait, je pense qu'on fait le parallèle entre les points communs et les différences. Et c'est toujours enrichissant, en fait. Moi, j'écoute quand je couds, souvent. Ouais. D'accord. Je sais que j'ai écouté celui de Cécile il n'y a pas très longtemps. Mmh. Les champignons. Et forcément, il y a des parallèles qu'on fait, des points communs. Ouais, c'est un gros chantier, un gros projet de vie. Effectivement, il y a des similitudes avec toi. Non, mais c'est chouette parce qu'en fait, c'est que des femmes super. C'est enrichissant de s'écouter les uns les autres, de partager. Il n'y a pas de modèle à suivre. En fait, chacun fait ce qui leur semble bon et c'est tout. Pour clôturer, moi j'ai envie de te dire bonne chance pour le mois 2 déjà. Novembre. Le mois de novembre, c'est quoi la date ? Je sais plus. À peu près, c'est la fin du mois ? 5, 6. Ah non, c'est début novembre. Ça doit être 7, 8. D'accord. Je sais plus. Ok, donc bonne chance pour début novembre. Et puis, écoute, à bientôt. T'as envie de dire quelque chose pour terminer ? Non. À bientôt, juste au revoir et à bientôt. Oui, au revoir, à bientôt. Allez, zou. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange. Et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, abonnez-vous à la newsletter. Alors, soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook.
Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!